Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur de la situation très complexe au Sahel. On s'appuie sur pas mal de sources récentes, des rapports, des articles. Maliweb, ISS Africa, Relief Web et d'autres. L'objectif c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. Sécurité, politique, climat, économie et comment les gens vivent ça sur place. Alors, on y va ? On décortique tout ça ? Absolument. Et c'est important de voir les liens, justement. Comprendre les dynamiques de fond, au-delà des gros titres, quoi. D'accord. Commençons par le militaire, alors. Les sources parlent d'une intensification des opérations de l'Alliance des États du Sahel. L'AES, donc. Mali, Burkina, Niger. Oui. Contre les groupes armés terroristes. Il y a eu des attaques assez dures, complexes même. Tombouctou, Gao. C'est ça, visant des camps, un aéroport civil aussi. Voilà. Mais il y a aussi des succès des FAMA, les forces armées maliennes. Ils ont neutralisé des attaquants, intercepté des drones. Oui, et un point qui ressort, c'est la mention de mercenaires étrangers parmi les assaillants. Ah oui, ça c'est notable. Tout à fait, et ça s'inscrit dans une escalade plus générale de l'activité djihadiste. On a des groupes comme le JNIM, lié à Al-Qaïda, Très actif, oui. ou l'EIGS, affilié à Daesh. Ils multiplient les attaques. On parle de plus de 240 revendiquées par le JNIM rien qu'au Burkina entre janvier et mai 2025. C'est énorme. Et ils adaptent leurs méthodes, l'usage de drones, par la Katiba Massina par exemple. Leur portée s'étend aussi. On a vu cette attaque meurtrière au nord du Bénin en avril. D'accord. C'est vraiment dans ce contexte très tendu que l'AES s'est formée. Une rupture avec la CEDEAO, une tentative de créer leur propre architecture de sécurité. Mais justement, si on regarde au-delà du militaire, une étude de l'ISS Africa, elle fait le lien entre changement climatique et terrorisme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude ? Alors, ce qui est intéressant, c'est la nuance. La recherche, menée notamment à Tillabéri au Niger et Fadangourma au Burkina, Oui. elle conclut que le changement climatique n'est pas une cause directe du terrorisme. Attention, Pas direct, d'accord. Par contre, c'est clairement un catalyseur, un accélérateur de conflits locaux. Pensez-y, depuis les années 70, les pluies sont plus aléatoires, les sécheresses plus rudes. Oui, on sait ça. Donc l'eau, les pâturages, tout ça se raréfie. Et ça, ça exacerbe les tensions entre agriculteurs, éleveurs, pour accéder à ces ressources vitales. Logique. Et ces conflits, qui existent parfois depuis longtemps, offrent un terrain fertile, si on peut dire, aux groupes terroristes pour s'implanter, recruter. Je vois. Donc cette pression sur les ressources, ça ouvre la porte à d'autres problèmes, comme les économies illicites. Un rapport de la GITEC en parle notamment près des parcs nationaux. Pandjari, Comoé. Exactement. Ces zones frontalières, ces parcs, c'est devenu stratégique. Les groupes armés s'y insèrent pour se financer. Comment ? Par le braconnage, la contrebande de carburant comme au Bénin, ou l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ça leur rapporte de l'argent, du matériel, carburant, moto, et parfois ils essayent même d'offrir une sorte de gouvernance alternative. Ah oui. Oui, en exploitant les griefs des populations locales. Il faut comprendre que pour beaucoup de gens là-bas, ces activités illicites, c'est crucial pour survivre économiquement. Ce qui rend la réponse de l'État très compliquée, j'imagine. Très compliqué. Parce que sécuriser les parcs, c'est nécessaire pour la conservation, bien sûr, mais ça coupe l'accès aux ressources pour les communautés riveraines. Donc, tension. Et on ajoute la corruption. Voilà. La corruption perçue, le sentiment d'être abandonné par l'État dans des zones souvent très pauvres, sans infrastructure, tout ça, les groupes extrémistes savent très bien l'exploiter. Ce sentiment d'abandon, ça nous ramène à la gouvernance régionale. Un article critique la gestion des coups d'État par la CEDEAO. Oui, il soulève un peu ce sentiment d'un deux poids, deux mesures. Une réaction très forte aux coups militaires, mais parfois perçue comme moins ferme face à certaines manipulations constitutionnelles, par exemple. Et ça, selon l'analyse, ça a pu nuire à la légitimité de la CEDEAO. Et compliquer le dialogue. Et compliquer le dialogue, oui. On l'a vu avec le Niger, qui a maintenu ses frontières fermées pendant un temps, même après la levée des sanctions. Ça montre l'importance du respect des textes, même s'ils sont imparfaits. C'est une question de confiance. D'accord. Et pour ajouter une couche de complexité si c'était nécessaire, Relief Web alerte sur une crise alimentaire qui s'aggrave encore pour la 8e année consécutive au Sahel et en Afrique de l'Ouest. C'est dramatique. C'est dramatique. Et petite note, peut-être un peu différente dans ce tableau sombre, la déclaration du président béninois Patrice Talon, qui confirme qu'il ne briguera pas de 3e mandat. Un respect des règles là. Oui, une nouvelle rapportée par Financial Afrique qui détonne un peu dans le contexte.
Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, ce qu'on voit, c'est un Sahel où tout est lié, hein. L'insécurité militaire, les tensions locales dues au climat, les économies illicites qui financent des groupes armés là où l'État est perçu comme absent ou injuste. C'est exactement ça. Hein. Le tout sur fond de crise humanitaire qui perdure. Tout à fait. L'analyse doit être intégrée. Vraiment, on ne peut pas traiter ces problèmes isolément. Les réponses doivent combiner la sécurité, oui, mais aussi l'adaptation climatique, le développement économique, trouver des alternatives, peut-être même formaliser certaines activités, qui sait, une meilleure gouvernance et surtout, renforcer la résilience des communautés. Les communautés elles-mêmes. Oui. Soutenir les mécanismes locaux de gestion des conflits, améliorer la relation État-citoyen. C'est crucial. Et ça nous laisse avec une question importante, je crois, pour la suite. Comment est-ce qu'on peut aider les populations qui, aujourd'hui, dépendent de ces économies illicites pour survivre? Comment les aider à trouver d'autres voies sans les rendre encore plus vulnérables? Ou sans alimenter involontairement les frustrations même que les groupes armés cherchent à exploiter? C'est un vrai défi.